La porte en acier claque dans la nuit. Un bruit sourd, définitif. À l'intérieur de l'entrepôt, le sergent Adrien Lormeau ne sait pas encore qu'il vient de vivre ses dernières secondes de liberté. Dehors, une silhouette s'éloigne calmement dans l'obscurité. Puis, les flammes explosent. Pas une, pas deux, mais 4 foyers distincts qui surgissent simultanément aux 4 coins du bâtiment. Ce n'est pas un accident, c'est une mise en scène. Et pendant 15 ans, personne n'a su la vérité. 14 novembre 2008, 23h42. La caserne reçoit un appel banal. De la fumée s'échappe d'un entrepôt désaffecté en périphérie de la ville. Adrien Lormeau, pompier depuis 12 ans, père de 2 enfants qui l'attendent à la maison avec un gâteau d'anniversaire fait maison, prend l'appel avec son équipe. Il devait finir son service dans 20 minutes. Ils arrivent sur place 7 minutes plus tard. Tout semble normal. Une fumée légère, aucune flamme visible. Adrien décide d'entrer seul pour évaluer la situation. Procédure standard. Il franchit la porte métallique. Et à partir de cet instant, plus rien ne sera jamais standard. Car ce que personne ne sait encore, c'est que cette nuit-là, quelqu'un attendait Adrien. Quelqu'un qui connaissait son nom, ses horaires, ses habitudes. Quelqu'un qui avait tout planifié. L'appel anonyme, le lieu isolé, le piège parfait. Et pendant 15 ans, cette personne a vécu libre, persuadée que son secret resterait enterré sous les décombres, jusqu'à ce qu'une cassette oubliée dans un dépôt judiciaire refasse surface, et que les images qu'elle contient révèlent l'impensable. Avant de découvrir ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, dites-moi d'où vous nous regardez en ce moment. Écrivez en commentaire votre ville et l'heure qu'il est chez vous. Parce que cette histoire pourrait arriver n'importe où, à n'importe qui. Pour comprendre comment un homme peut disparaître sans laisser de traces au cœur d'une intervention de routine, il faut d'abord comprendre qui était Adrien Lormeau. Né en 1978 dans une petite commune de Normandie, Adrien a toujours rêvé de sauver des vies. À 18 ans, il intègre l'école des pompiers. À 24 ans, il obtient son grade de sergent. En 2008, il est considéré comme l'un des éléments les plus fiables de sa caserne. Un homme méthodique, prudent, respecté par ses pairs. Pas le genre à prendre des risques inutiles. Ce soir du 14 novembre, Adrien termine une garde de 24 heures. Une journée calme. Quelques interventions mineures, rien d'inhabituel. À la caserne, l'ambiance est détendue. Ses collègues plaisantent sur le gâteau qui l'attend à la maison. Camille, sa fille de 7 ans, a insisté pour le décorer elle-même. Lucas, son fils de 5 ans, a choisi les bougies. Adrien sourit en pensant à eux. Dans 20 minutes, il sera de retour. Il enfile son casque une dernière fois, sans savoir que c'est la dernière. L'appel tombe à 23h42. L'entrepôt en question est un bâtiment industriel abandonné depuis 5 ans. Autrefois utilisé pour stocker du matériel agricole, il est désormais connu des autorités locales comme un point de regroupement occasionnel pour des sans-abri. Rien d'alarmant. Quand les pompiers arrivent sur place, il n'y a ni flamme visible, ni chaleur intense. Juste une fumée grise qui s'échappe par une fenêtre cassée au 2e étage. Adrien évalue la situation. Il décide d'entrer seul par la porte principale, pendant que son équipe sécurise le périmètre extérieur. C'est la procédure. C'est ce qu'il a fait des centaines de fois. Mais cette fois, quelque chose cloche. Les premiers pompiers à pénétrer dans le bâtiment, 15 minutes après l'entrée d'Adrien, découvrent un brasier infernal. Pas un foyer, mais plusieurs. Répartis de manière trop uniforme pour être naturelle. Et la porte en acier par laquelle Adrien est entré est verrouillée de l'extérieur. Impossible à ouvrir de l'intérieur. Les secours défoncent la porte. Ils fouillent chaque recoin. Ils appellent. Ils cherchent. Mais Adrien Lormeau a disparu. Aucun corps. Aucune trace. Comme s'il n'avait jamais existé. Si vous ressentez ce frisson glacé en comprenant qu'Adrien était peut-être conscient de ce qui lui arrivait, alors vous devez vous abonner maintenant. Parce que ce que nous allons révéler ensuite va vous hanter pendant des jours. L'enquête officielle débute le lendemain matin. Les autorités envoient une équipe de la police technique et scientifique sur les lieux. L'entrepôt n'est plus qu'un amas de ferraille tordues et de béton noirci. L'odeur âcre du plastique brûlé imprègne l'air. Les enquêteurs progressent avec précaution, photographiant chaque détail, prélevant des échantillons de suie et de débris. Mais très vite, une évidence s'impose. Il n'y a aucun reste humain, pas d'ossements, pas de dents, pas de fragments de tissu organique.
rien qui puisse confirmer la présence d'Adrien Lormeau dans ce brasier. Le commandant Bertrand Malescotte, chargé de l'enquête, est perplexe. Il a 23 ans de carrière derrière lui. Il a vu des corps carbonisés, des victimes méconnaissables, des scènes d'horreur indicibles. Mais jamais une disparition aussi complète. Un corps humain ne s'évapore pas. Même dans un incendie intense, il reste toujours quelque chose. Un fragment d'os, une dent, un bouton de veste, quelque chose. Or ici, rien. Bertrand Malescotte commence à envisager une hypothèse troublante. Et si Adrien Lormeau n'était jamais mort dans cet incendie? Les témoignages des collègues d'Adrien sont recueillis un par un. Tous confirment la même version. Adrien est entré seul dans le bâtiment à 23h50 environ. Il portait son équipement complet. Casque, veste ignifugée, lampe torche, radio. Il devait effectuer un repérage rapide et signaler par radio si l'intervention nécessitait des renforts. Mais la radio est restée silencieuse. Après 10 minutes sans nouvelles, l'équipe a tenté de le joindre. Aucune réponse. Ils ont alors pris la décision d'entrer. C'est là qu'ils ont découvert le brasier. Un détail attire l'attention de Bertrand Malescotte. La porte en acier. Elle était verrouillée de l'extérieur par un cadenas industriel. Un modèle robuste, impossible à forcer sans outils. Les pompiers ont dû utiliser une disqueuse pour la découper. Mais cette porte n'était pas équipée de cadenas lors des précédentes rondes de sécurité effectuées par la police municipale 3 semaines plus tôt. Quelqu'un l'a installée récemment. Quelqu'un qui voulait s'assurer que personne ne pourrait sortir. Bertrand note cette information dans son carnet. Il commence à comprendre qu'il ne s'agit pas d'un accident. L'analyse des caméras de surveillance de la zone est lancée. Mais les résultats sont décevants. L'entrepôt se situe dans une zone industrielle peu fréquentée, éloignée du centre-ville. Il n'y a qu'une seule caméra municipale à proximité, installée à l'intersection principale, à plus de 300 mètres. Les images montrent le camion des pompiers arrivant sur les lieux à 23h49. Elles montrent également plusieurs véhicules passant dans la soirée. Mais la qualité est médiocre. Les plaques d'immatriculation sont illisibles, les visages invisibles. Impossible d'identifier quoi que ce soit. Bertrand Malescotte élargit ses recherches. Il demande aux commerces voisins s'ils possèdent des caméras privées. La plupart sont fermées depuis des années. 2 petites entreprises sont encore en activité, mais leur système de vidéosurveillance ne couvre que leur propre parking. Aucune vue sur l'entrepôt. L'enquête semble dans une impasse, mais Bertrand refuse d'abandonner. Il fait le tour de chaque bâtiment dans un rayon d'1 kilomètre. C'est alors qu'il repère un petit atelier mécanique, fermé, volet baissé, mais une caméra est installée au-dessus de l'entrée. Le propriétaire de l'atelier, un homme d'une 60aine d'années nommé Michel Garnier, est contacté. Il confirme que la caméra était bien fonctionnelle en novembre 2008. Elle enregistrait en continu sur un système de cassettes VHS qui se réinitialisait toutes les 72 heures. Michel explique que suite à l'incendie, la police est venue lui poser des questions. Mais personne n'a jamais demandé à voir les enregistrements. Il avait gardé la cassette de cette nuit-là pendant quelques semaines, au cas où. Puis, il l'a rangée dans un carton au fond de son bureau. Et il l'a oubliée. Bertrand Malescotte demande à récupérer cette cassette immédiatement. Mais Michel Garnier secoue la tête avec regret. L'atelier a fermé définitivement en 2010. Tout le matériel a été vendu ou jeté. Les cartons d'archives ont été entreposés dans un box de stockage loué à la va-vite. Michel ne se souvient plus du numéro exact. Il y a des dizaines de box dans ce centre. Il faudrait des semaines pour tout fouiller. Bertrand insiste. Michel promet de chercher. Mais les jours passent, puis les semaines, puis les mois. La cassette n'est jamais retrouvée. Pendant ce temps, la famille d'Adrien Lormeau sombre dans le désespoir. Sa femme, Élise, refuse de croire à la version officielle. Elle connaît son mari, elle sait qu'il était prudent. Elle sait qu'il ne se serait jamais laissé piéger dans un bâtiment en flammes. Elle engage un avocat. Elle demande une contre-expertise. Elle veut des réponses. Mais l'enquête piétine. Les mois se transforment en années. Les enfants d'Adrien grandissent sans leur père. Camille arrête de décorer des gâteaux. Lucas arrête de choisir des bougies. Ils apprennent à vivre avec un vide. En 2010, l'affaire est classée sans suite. Le rapport final conclut à un accident tragique. Effondrement structurel, combiné à un incendie d'origine indéterminée.
Corps présumé totalement consumé par les flammes. Aucune trace de foul play, aucune piste criminelle viable. Le dossier est archivé. Adrien Lormeau devient officiellement une victime du devoir. Son nom est gravé sur le monument commémoratif des pompiers disparus. Une plaque est inaugurée à la caserne. Élise assiste à la cérémonie, le visage figé. Elle sait que quelque chose ne va pas, mais elle ne peut rien prouver. Les années passent. Élise continue de chercher. Elle contacte des journalistes. Elle écrit à des associations de victimes. Elle refuse d'organiser des funérailles. Comment enterrer quelqu'un dont on n'a jamais retrouvé le corps? Comment faire son deuil quand on ne sait même pas ce qui s'est vraiment passé? Ses proches lui conseillent de tourner la page, de penser aux enfants, de reconstruire sa vie. Mais Élise ne peut pas. Elle vit avec la certitude qu'Adrien a été victime de quelque chose de terrible, quelque chose que personne ne veut voir. En 2015, un nouveau commandant de police prend ses fonctions. Il décide de rouvrir plusieurs cold cases. L'affaire Lormeau fait partie de la liste, mais après relecture du dossier, il arrive aux mêmes conclusions que son prédécesseur. Aucune piste nouvelle, aucun élément tangible. Il referme le dossier. Élise reçoit une lettre type. « Nous comprenons votre douleur, nous avons tout tenté, l'enquête est close. » Elle froisse la lettre, elle la jette, elle pleure, puis elle se ressaisit. Elle sait qu'un jour, la vérité émergera. Elle ne sait pas comment, elle ne sait pas quand. Mais elle sait que ça arrivera. 2018. 10 ans après la disparition d'Adrien. Le centre de stockage où Michel Garnier avait entreposé ses cartons fait faillite. Les box sont vidées. Les affaires non réclamées sont soit vendues aux enchères, soit envoyées à la décharge. Mais certains cartons, jugés potentiellement importants, sont transférés au dépôt judiciaire départemental. Parmi eux, un carton étiqueté « Archives Atelier Garnier, 2008 ». Personne ne l'ouvre, personne ne vérifie son contenu. Il est simplement enregistré, scellé et rangé sur une étagère poussiéreuse au fond d'un entrepôt administratif. Pendant 5 ans, ce carton reste là, oublié, invisible. Tandis qu'Élise continue de chercher des réponses, tandis que Camille et Lucas deviennent adultes sans jamais avoir connu la vérité sur leur père, tandis que le commandant Bertrand Malescotte prend sa retraite en 2020, hanté par cette affaire qu'il n'a jamais pu résoudre, tandis que le monde continue de tourner, ignorant qu'à quelques kilomètres de là, dans une boîte en carton scellé, dort une cassette VHS contenant les images qui vont tout changer. 2023. 15 ans après la disparition d'Adrien Lormeau, le dépôt judiciaire départemental entreprend un grand inventaire. Les locaux sont saturés. Il faut faire de la place. Des dizaines de cartons datant de plus de 10 ans doivent être triés. Certains sont détruits, d'autres sont numérisés. D'autres encore sont transférés aux archives nationales. Un jeune archiviste nommé Thomas Bresson est chargé de cette tâche. Il ouvre le carton étiqueté « Archives Atelier Garnier, 2008 ». À l'intérieur, des factures jaunies, des documents administratifs et une cassette VHS dans un étui plastique transparent. Thomas Bresson remarque une étiquette manuscrite sur la cassette. « Nuit du 14 novembre 2008, caméra extérieure ». Il fronce les sourcils. Il se connecte à la base de données judiciaires. Il tape « 14 novembre 2008 ». Plusieurs résultats apparaissent, dont un. Affaire Lormeau-Adrien. Disparition. Incendie, entrepôt industriel. Tom A lit le dossier. Il comprend immédiatement l'importance de sa découverte. Il contacte sa supérieure, elle contacte le procureur contacte la brigade criminelle. En quelques heures, la cassette est transférée au laboratoire de police scientifique pour restauration et numérisation. Le problème, c'est que les cassettes VHS se dégradent avec le temps. 15 ans dans un carton non climatisé, c'est long, très long. La bande magnétique est fragile, les couleurs sont passées. L'image est granuleuse, pleine de parasites. Les techniciens utilisent des logiciels de restauration vidéo de pointe. Ils nettoient l'image frame par frame. Ils augmentent le contraste. Ils stabilisent les tremblements. Ils filtrent le bruit. Après 3 semaines de travail intensif, ils obtiennent une vidéo exploitable, pas parfaite, mais exploitable. Et ce qu'elle montre dépasse toutes les attentes. Les images restaurées sont visionnées par le commandant Sylvie Marchand, nouvellement affectée à la brigade criminelle. Elle lance la lecture.
L'horodatage indique 23h38. La caméra filme une portion de la rue menant à l'entrepôt. On voit d'abord quelques voitures passer, puis à 23h43, le camion de pompiers arrive. Il se gare devant l'entrepôt. 3 silhouettes en descendent. L'une d'elles, que Sylvie identifie comme Adrien Lormeau d'après les témoignages, se dirige vers la porte principale. Elle l'ouvre. Elle entre. La porte se referme derrière elle. Sylvie Marchand fait une pause. Elle prend une inspiration. Elle sait que ce qu'elle va voir ensuite est crucial. Elle reprend la lecture. 23h44. Rien ne se passe. 23h45. Toujours rien. Les 2 autres pompiers restent dehors, inspectant le périmètre. 23h46. Et là, Sylvie fige l'image. Une silhouette émerge de l'ombre, à gauche de l'écran. Elle marche calmement vers la porte principale. Elle porte quelque chose dans les mains, un cadenas. La silhouette s'approche de la porte. Elle fixe le cadenas, elle le verrouille, puis elle recule, et elle disparaît hors champ. Sylvie Marchand rembobine. Elle revisionne la séquence. Encore et encore. Elle zoome sur la silhouette. Elle essaie d'identifier des détails. Une veste sombre, peut-être un blouson, une casquette ou un bonnet. Impossible de distinguer le visage. La qualité de l'image est trop faible. Mais une chose est certaine, cette personne savait exactement ce qu'elle faisait. Elle a attendu qu'Adrien entre. Elle a verrouillé la porte. Et elle est partie. Calmement. Méthodiquement. Comme si elle avait tout prévu. Comme si elle avait fait ça 100 fois. Sylvie Marchand convoque immédiatement une réunion d'urgence avec son équipe. La vidéo est projetée sur grand écran. Silence dans la salle. Tous comprennent instantanément la portée de cette découverte. Adrien Lormeau n'est pas mort dans un accident. Il a été piégé, assassiné. Et pendant 15 ans, son meurtrier a vécu libre. Sylvie demande à ce que l'affaire soit officiellement rouverte. Le procureur donne son accord. Une nouvelle enquête est lancée, cette fois avec un angle criminel. Sylvie constitue une équipe dédiée. 3 enquêteurs expérimentés. Un expert en vidéosurveillance. Un profileur. La première étape consiste à identifier la silhouette sur la vidéo. L'expert en surveillance, un homme méticuleux nommé Laurent Dubois, analyse chaque frame. Il mesure la taille approximative de l'individu en utilisant la porte comme référence. 1,75 m environ, peut-être 1,80 m. Corpulence moyenne, démarche assurée, pas de boiterie, pas de signes distinctifs visibles. Laurent utilise des algorithmes de reconnaissance de démarche, une technologie récente, mais les résultats sont peu concluants. Trop de pixels manquants, trop de distorsions. L'identification reste impossible. Sylvie décide alors de repartir des bases. Qui avait un motif pour tuer Adrien Lormeau? Elle épluche sa vie, ses relations professionnelles, ses relations personnelles, ses finances, ses loisirs. Tout. Adrien était un homme discret, pas de dettes, pas de conflits connus, pas d'ennemis déclarés. Il vivait une vie simple, caserne, maison, famille. Il ne jouait pas, il ne buvait pas, il n'avait pas de liaison. Rien qui pourrait expliquer un meurtre aussi prémédité. Sylvie commence à envisager une autre possibilité. Et si Adrien n'était pas la cible initiale? Elle interroge à nouveau les collègues d'Adrien, cette fois avec un angle différent. Y avait-il eu des tensions à la caserne, des rivalités, des jalousies? Les réponses sont unanimes. Non. Adrien était apprécié de tous. Compétent, fiable, jamais un mot plus haut que l'autre. Mais un détail émerge lors d'un entretien avec le lieutenant David Courtois, présent lors de l'intervention. Il se souvient que l'appel initial était étrange. La voix au téléphone était masculine, calme, presque détachée. Elle signalait de la fumée, mais elle ne donnait aucun détail sur la situation. Aucune urgence dans le ton. Sylvie demande à récupérer l'enregistrement de l'appel. Mais elle se heurte à un problème. Les archives téléphoniques des services d'urgence ne sont conservées que 5 ans, après quoi elles sont effacées. L'appel du 14 novembre 2008 a été supprimé depuis longtemps. Impossible de l'analyser. Impossible de remonter jusqu'à l'appelant. Sylvie serre les poings. Chaque piste semble se refermer avant même d'avoir été explorée, mais elle refuse d'abandonner. Elle sait que la réponse est quelque part. Il suffit de chercher au bon endroit. Elle décide de se concentrer sur l'entrepôt lui-même. Pourquoi ce lieu? Pourquoi cette nuit? Elle consulte les archives municipales.
L'entrepôt appartenait à une société de négoce agricole nommée Agristock, dissoute en 2003. Depuis, le bâtiment était resté à l'abandon. Plusieurs propriétaires successifs. Aucun projet de réhabilitation abouti. En 2008, il était officiellement la propriété d'une holding immobilière basée à Paris. Sylvie contacte cette holding, mais elle découvre qu'elle a été liquidée en 2012. Les dossiers ont été transférés à un syndic, qui a lui-même fait faillite en 2017. Piste bloquée. Sylvie change d'angle. Elle se rend sur place. 15 ans plus tard, l'entrepôt n'existe plus. Rasé en 2011. Un parking a été construit à sa place. Sylvie marche sur le bitume. Elle essaie d'imaginer la scène. Adrien arrivant ici, entrant dans le bâtiment, ne se doutant de rien. Puis la porte se verrouillant derrière lui. Les flammes jaillissant. La fumée envahissant tout. L'air devenant irrespirable. Adrien comprenant qu'il est piégé, cherchant une sortie, n'en trouvant aucune. Sylvie frissonne. Elle chasse ces images de son esprit. Elle interroge les riverains. Ceux qui vivaient ici en 2008. La plupart ont déménagé, mais elle parvient à localiser 3 personnes. Un couple de retraités et un homme d'une quarantaine d'années qui tenait un petit garage à l'époque. Tous confirment avoir vu les flammes cette nuit-là, mais aucun n'a remarqué quoi que ce soit d'inhabituel avant l'incendie. Pas de véhicule suspect, pas de personnes rôdant dans les parages. Sylvie note leurs témoignages, mais elle sait qu'ils n'apportent rien de nouveau. Le meurtrier était discret, préparé, invisible. Le profileur de l'équipe, un psychologue criminologue nommé Olivier Rennes, établit un portrait du suspect, homme ou femme, probablement entre 30 et 50 ans en 2008. Connaissance en pyrotechnie ou en incendie volontaire. Méthodique, patient, capable de planifier sur le long terme. Absence de remords apparent, vu l'absence de revendication ou d'indices laissés volontairement. Olivier estime que le suspect avait un lien personnel avec Adrien, ou avec quelqu'un proche d'Adrien. Un crime passionnel? Une vengeance? Ou peut-être quelque chose de plus sombre? Un meurtre pour effacer un témoin gênant? Sylvie explore cette dernière hypothèse. Et si Adrien avait vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir? Elle interroge à nouveau Élise, la veuve d'Adrien. Élise est maintenant une femme de 50 ans, marquée par des années de chagrin. Mais ses yeux s'illuminent quand Sylvie lui annonce que l'enquête est rouverte. Elle raconte que dans les semaines précédant sa disparition, Adrien semblait préoccupé. Il recevait des appels étranges. Il raccrochait dès qu'elle entrait dans la pièce. Il avait changé le code de son téléphone. Élise avait trouvé ça bizarre, mais elle n'avait pas insisté. Elle lui faisait confiance. Sylvie demande si Élise a conservé des affaires personnelles d'Adrien. Son téléphone, ses carnets, ses documents. Élise hoche la tête. Elle a tout gardé, dans des cartons au grenier, comme si un jour elle pourrait les lui rendre. Sylvie se rend chez Élise. Elle monte au grenier. Elle ouvre les cartons. L'odeur du passé, vêtements pliés, photos de famille, un casque de pompier miniature, un dessin d'enfant représentant un camion rouge. Sylvie sent sa gorge se serrer. Elle se concentre. Elle cherche le téléphone. Elle le trouve dans une pochette plastique. Un vieux modèle Nokia, batterie morte depuis des années. De retour au commissariat, Sylvie confie le téléphone à l'expert technique. Il remplace la batterie. Il allume l'appareil. Miracle. Il fonctionne encore. Sylvie accède au répertoire. Peu de contacts. Famille, collègues, quelques amis. Rien de suspect. Elle consulte l'historique des appels. La plupart sont effacés, mais certains sont encore stockés dans la mémoire interne. Sylvie repère un numéro inconnu, appelé 3 fois dans la semaine précédant la disparition. Elle note le numéro. Elle lance une recherche. Le numéro n'est plus attribué. Désactivé depuis 2009, impossible de l'identifier. Sylvie demande à l'opérateur téléphonique de fouiller dans ses archives. Après plusieurs jours d'attente, une réponse arrive. Le numéro était enregistré sous le nom d'un certain Julien Varane. Adresse à l'époque, Rouen. Sylvie lance une recherche sur ce nom. Julien Varane, né en 1979, technicien en bâtiment. Aucun casier judiciaire. Apparemment un citoyen lambda. Sylvie cherche à le localiser, mais elle découvre que Julien Varane est décédé en 2011. Accident de la route. Voiture sortie de route sur une départementale. Mort sur le coup. Nouvelle impasse.
Sylvie ne lâche rien. Elle épluche le dossier de l'accident de Julien Varane. Quelque chose la dérange. La voiture a quitté la route dans une ligne droite, partant sec, aucune trace de freinage, comme si Julien avait volontairement accéléré, ou comme si quelqu'un avait saboté son véhicule. Sylvie demande à consulter le rapport d'expertise technique de l'époque. Mais encore une fois, les archives ont été détruites. Elle serre les dents. Tout semble avoir été effacé, méthodiquement, comme si quelqu'un avait pris soin de faire disparaître chaque indice, chaque témoin, chaque lien. Elle décide de creuser la vie de Julien Varane. Elle interroge ses proches. Sa sœur, Caroline Varane, accepte de la rencontrer. Caroline vit désormais dans le sud de la France. Elle se souvient bien de cette période. Julien était stressé. Il parlait de problèmes au travail, de pression. Il avait mentionné qu'il avait découvert quelque chose de grave, quelque chose qui pouvait détruire des vies. Mais il refusait d'en dire plus. Il avait peur. Caroline avait essayé de le convaincre d'aller voir la police. Mais Julien avait refusé. Il disait que personne ne le croirait, que c'était trop gros. Sylvie demande si Caroline sait pour qui travaillait Julien en 2008. Caroline réfléchit. Elle se souvient. Julien était sous-traitant pour une entreprise de construction. Une grosse boîte. Elle ne se rappelle plus du nom exact, mais elle a gardé des vieux SMS de son frère. Elle les montre à Sylvie. Dans l'un d'eux, daté du 10 novembre 2008, Julien écrit « J'ai les preuves. Je vais tout balancer. Ils ne s'en sortiront pas comme ça. » Caroline ne savait pas de quoi il parlait. 4 jours plus tard, Adrien Lormeau disparaissait. 3 ans après, Julien mourait dans un accident. Sylvie sent l'adrénaline monter. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Julien Varane avait découvert quelque chose. Il voulait le révéler. Il avait contacté Adrien. Peut-être parce qu'Adrien était un ami, ou parce qu'il pensait qu'un pompier serait une personne de confiance. Mais quelqu'un d'autre l'a su. Et cette personne a décidé de les faire taire. D'abord Adrien, puis Julien. Sylvie doit maintenant découvrir ce que Julien avait trouvé, et qui voulait à tout prix l'empêcher de parler. Elle demande à Caroline le nom de l'entreprise. Caroline fouille dans ses souvenirs, puis elle lève les yeux. Bathyscope. L'entreprise s'appelait Bathyscope. Sylvie retourne au commissariat. Elle lance une recherche sur Bathyscope, entreprise de construction et de rénovation. Créée en 1995. Spécialisée dans les grands chantiers publics, ponts, routes, bâtiments municipaux. En 2008, Bathyscope était en pleine expansion. Plusieurs contrats juteux avec des collectivités locales. Puis, en 2012, scandale. Enquête pour corruption et fraude. Plusieurs dirigeants mis en examen. Fausses factures, matériaux de mauvaise qualité, pots de vin. L'entreprise fait faillite en 2013. Les dirigeants sont condamnés. Certains font de la prison. D'autres disparaissent de la circulation. Sylvie consulte la liste des personnes impliquées dans le scandale Bathyscope. Un nom attire son attention. Éric Montalban, directeur des opérations en 2008. Condamné en 2014 à 5 ans de prison ferme. Libéré en 2018 pour bonne conduite. Éric Montalban était l'homme de terrain. Celui qui supervisait les chantiers. Celui qui fermait les yeux sur les magouilles. Celui qui faisait pression sur les sous-traitants pour qu'ils se taisent. Sylvie vérifie son casier. Avant le scandale, rien. Après, condamnation pour corruption et complicité de fraude, mais rien de violent. Aucune accusation de meurtre. Sylvie décide de creuser plus profond. Elle demande à consulter les témoignages recueillis lors de l'enquête sur Bathyscope. Elle tombe sur celui d'un ancien employé. Il raconte qu'Éric Montalban avait une réputation terrifiante, qu'il était capable de tout pour protéger l'entreprise, qu'il avait menacé plusieurs personnes, qu'un sous-traitant avait mystérieusement disparu en 2007 après avoir voulu dénoncer des pratiques douteuses. Aucune enquête n'avait été ouverte à l'époque. L'homme avait simplement quitté la région. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Sylvie note tout. Elle commence à voir un schéma. Un homme dangereux, prêt à tout. Et 2 témoins gênants. Julien, Adrien. Sylvie Marchand obtient un mandat pour interroger Éric Montalban. Il vit désormais dans une petite ville de province, sous surveillance judiciaire. Réinsertion difficile. Peu d'amis, peu de travail. Sylvie se rend chez lui accompagnée de 2 collègues. Éric ouvre la porte. Un homme d'une 60aine d'années. Visage marqué, cheveux gris, regard froid. Sylvie se présente.
Elle explique qu'elle enquête sur la disparition d'Adrien Lormeau. Éric reste impassible. Il invite les policiers à entrer. Il s'assoit, il croise les bras, il attend. Sylvie commence par des questions générales. « Où étiez-vous le 14 novembre 2008 ?» Éric réfléchit. Il répond qu'il ne s'en souvient pas. « C'était il y a 15 ans. » Sylvie insiste. « Vous dirigiez Bathyscope à l'époque. Vous aviez plusieurs chantiers en cours. » Éric hausse les épaules. « Peut-être. » Il ne se rappelle pas des détails. Sylvie change de tactique. Elle mentionne Julien Varane. Éric se raidit légèrement. Il dit qu'il a travaillé avec beaucoup de sous-traitants. Il ne peut pas tous les retenir. Sylvie observe sa réaction. Il ment. Elle en est certaine. Elle pose la vidéo restaurée sur la table. Elle explique qu'une caméra a filmé l'incendie, qu'on y voit quelqu'un verrouiller la porte, qu'on y voit un meurtre. Éric regarde l'écran. Son visage reste neutre, mais ses mains se crispent légèrement. Sylvie poursuit. « Julien Varane avait découvert vos magouilles. Il voulait parler. Vous l'avez fait taire. Puis vous avez éliminé Adrien Lormeau parce qu'il en savait trop. » Éric secoue la tête. Il dit que c'est absurde, qu'il n'a tué personne, qu'il n'est pas un meurtrier, qu'il a fait des erreurs, certes, mais pas ça. Sylvie ne le lâche pas. Elle lui demande s'il connaît un certain Damien Lachaud. Éric fronce les sourcils. Oui, Damien était son bras droit à l'époque, l'homme qui réglait les problèmes, celui qui faisait le sale boulot. Éric dit qu'il l'a perdu de vue après la faillite. Sylvie lui demande où se trouve Damien maintenant. Éric répond qu'il n'en a aucune idée, peut-être à l'étranger, peut-être mort. Il s'en fiche. Sylvie note le nom. Damien Lachaud. Elle sent qu'elle tient quelque chose. Elle remercie Éric. Elle lui dit qu'ils se reverront. Éric ne répond pas. Il referme la porte. De retour au commissariat, Sylvie lance une recherche sur Damien Lachaud. Né en 1976. Ancien militaire. Reconverti dans la sécurité privée. Employé par Bathyscope de 2005 à 2012. Aucun casier judiciaire. Aucune condamnation lors du scandale. Il n'a jamais été inquiété. Sylvie trouve ça étrange. L'homme qui faisait le sale boulot, et pourtant aucune trace dans les dossiers. Elle creuse. Elle découvre que Damien a quitté la France en 2013. Destination ? Maroc. Depuis, plus rien. Aucune trace bancaire. Aucune adresse connue. Comme s'il s'était évaporé. Sylvie demande une coopération internationale. Elle contacte les autorités marocaines. Après plusieurs semaines, une réponse arrive. Damien Lachaud est décédé en 2015. Noyade accidentelle dans une piscine d'hôtel à Marrakech. Corps rapatrié en France. Inhumé dans un petit cimetière de Normandie. Sylvie vérifie. C'est vrai. Damien est mort. Encore une impasse. Mais Sylvie refuse de baisser les bras. Elle décide d'exhumer le corps. Peut-être que l'autopsie révélera quelque chose. Un empoisonnement. Une blessure. Quelque chose qui prouverait que Damien a lui aussi été éliminé. L'exhumation a lieu 3 semaines plus tard. Le cercueil est ouvert. Le légiste effectue une nouvelle autopsie. Les résultats tombent. Aucune trace de violence. Aucun poison détecté. Noyade confirmée. Damien est bien mort accidentellement. Sylvie est déçue, mais elle ne renonce pas. Elle fouille les effets personnels de Damien, récupérés lors du rapatriement du corps. Vêtements, portefeuille, téléphone portable. Elle allume le téléphone, batterie vide. Elle le charge. Elle l'allume. Un code PIN est demandé. Elle tente plusieurs combinaisons. Aucune ne fonctionne. Elle confie l'appareil à un expert en déblocage. 2 jours plus tard, l'expert parvient à déverrouiller le téléphone. Sylvie consulte les messages. La plupart sont banals. Mais l'un d'eux, daté du 8 novembre 2008, attire son attention. Opération prévue pour le 14. Tout est prêt. Aucune trace. Sylvie sent son cœur s'accélérer. Elle vérifie l'expéditeur. Numéro inconnu. Pas enregistré dans les contacts. Elle lance une recherche. Le numéro était enregistré au nom d'une société écran. Dissoute en 2010. Impossible de remonter jusqu'au propriétaire réel. Mais le message est clair. L'incendie était planifié. Damien était impliqué. Et quelqu'un d'autre tirait les ficelles. Sylvie reprend l'analyse de la vidéo. Elle demande à Laurent Dubois de comparer la silhouette filmée avec des photos de Damien Lachaud. Laurent travaille pendant des heures. Il mesure. Il compare. Il analyse la démarche.
Puis il rend son verdict. La taille correspond, la corpulence correspond. La démarche est similaire. Probabilité élevée que la silhouette sur la vidéo soit Damien Lachaud. Sylvie a enfin un nom. Damien était l'exécutant, celui qui a verrouillé la porte, celui qui a piégé Adrien. Mais qui lui avait donné l'ordre? Éric Montalban ou quelqu'un d'autre? Sylvie retourne interroger Éric. Cette fois, elle a des preuves. Elle lui montre le message trouvé sur le téléphone de Damien. Elle lui explique que Damien a été identifié sur la vidéo. Éric pâlit. Il se tasse sur lui-même. Sylvie lui demande qui a ordonné le meurtre d'Adrien Lormeau. Éric reste silencieux. Sylvie insiste. Vous allez être accusé de complicité de meurtre. Vous risquez la perpétuité. Parlez maintenant et vous aurez peut-être une réduction de peine. Éric hésite. Il regarde ses mains, puis il lève les yeux. Il dit un nom. Pierre Valentin. Pierre Valentin. Président directeur général de Bathyscope en 2008. L'homme au sommet. Celui qui prenait les décisions. Celui qui empochait les millions. Condamné en 2014 à 8 ans de prison ferme pour corruption aggravée. Libéré en 2020 pour raison de santé. Éric explique que Pierre Valentin avait appris que Julien Varane détenait des preuves compromettantes, des documents, des photos, des enregistrements. Julien menaçait de tout révéler. Pierre Valentin avait paniqué. Il avait ordonné à Éric de régler le problème. Éric avait confié la tâche à Damien, et Damien avait agi. Sylvie demande pourquoi Adrien Lormeau a été tué. Éric répond que Julien avait contacté Adrien pour lui confier les preuves. Il voulait les mettre en sécurité. Il faisait confiance à Adrien. Mais Pierre Valentin l'avait appris. Il avait compris qu'Adrien deviendrait un problème. Alors il avait décidé de les éliminer tous les deux. D'abord Adrien, puis Julien. 2 accidents, 2 disparitions, aucun lien apparent. Le plan parfait. Éric dit qu'il regrette, qu'il n'a pas eu le courage de refuser, qu'il a obéi par peur, par lâcheté. Sylvie enregistre tout. Elle a enfin la vérité. Elle obtient un mandat d'arrêt contre Pierre Valentin. Une équipe du GIGN est mobilisée. Pierre Valentin vit désormais dans une villa somptueuse sur la Côte d'Azur. Malgré sa condamnation, il a réussi à conserver une partie de sa fortune. Les policiers se présentent à l'aube. Ils enfoncent la porte. Ils fouillent la maison. Mais Pierre Valentin n'est pas là. Son lit n'est pas défait. Aucune trace de départ précipité, comme s'il avait été prévenu. Sylvie comprend qu'il a fui. Elle lance un avis de recherche national, puis international. Les frontières sont surveillées, les aéroports, les ports. Mais Pierre Valentin reste introuvable. Pendant ce temps, Sylvie convoque une conférence de presse. Elle annonce que l'affaire Adrien Lormeau a été résolue, qu'il s'agissait d'un meurtre, que les coupables ont été identifiés, que des arrestations ont eu lieu. Les médias s'emparent de l'histoire. Titre choc, interview, documentaire. L'affaire devient nationale. Élise, la veuve d'Adrien, est invitée sur plusieurs plateaux. Elle parle de son combat, de ses 15 années d'attente, de sa quête de vérité. Elle remercie Sylvie. Elle remercie tous ceux qui n'ont jamais cessé de chercher. Elle pleure. Mais cette fois, ce sont des larmes de soulagement. 3 semaines après sa fuite, Pierre Valentin est repéré en Suisse. Les autorités suisses procèdent à son arrestation. Il est extradé vers la France. Il est placé en détention provisoire. Son procès est programmé pour l'année suivante. Éric Montalban accepte de témoigner contre lui en échange d'une réduction de peine. Le dossier est solide. Les preuves sont accablantes. Pierre Valentin nie tout. Il dit qu'il est innocent, que c'est un complot, que ses avocats prouveront son innocence. Mais personne ne le croit. Son empire s'est effondré. Sa réputation est détruite et justice sera rendue. Sylvie Marchand retourne sur le parking qui a remplacé l'entrepôt. Elle se tient là, seule, en fin de journée. Elle pense à Adrien, à ses derniers instants, à sa peur, à son désespoir. Elle pense à Julien, à tous ceux qui ont été réduits au silence. Elle serre les poings. Elle sait que leur mort n'aura pas été vaine, que leur histoire a été racontée, que la vérité a éclaté. Elle regarde le ciel. Le soleil se couche. Elle murmure « Vous pouvez reposer en paix maintenant ». Puis, elle retourne à sa voiture. Une nouvelle enquête l'attend déjà. Le procès de Pierre Valentin débute en octobre 2024. La salle d'audience est bondée. Journalistes, familles des victimes.
curieux. Pierre Valentin arrive menotté. Il garde la tête haute. Il refuse de croiser le regard d'Élise. Les témoignages se succèdent. Éric Montalban raconte tout. Les ordres, les menaces, les meurtres. Les avocats de Pierre Valentin tentent de discréditer les témoignages, mais les preuves sont là. La vidéo, les messages, les témoignages concordants. Le jury délibère pendant 2 jours, puis le verdict tombe. Coupable. Complicité de meurtre. Obstruction à la justice. Corruption aggravée. Peine. Perpétuité réelle. Élise sort du tribunal. Les journalistes se pressent autour d'elle. Elle fait une brève déclaration. Elle dit qu'aujourd'hui, justice a été faite, que son mari peut enfin reposer en paix, que leurs enfants savent maintenant la vérité. Elle remercie toutes les personnes qui ont permis que cette vérité éclate, puis elle rentre chez elle. Camille et Lucas l'attendent. Ils sont adultes maintenant, mais ils restent marqués par cette histoire. Ils serrent leur mère dans leurs bras. Ensemble, ils pleurent. Ensemble, ils guérissent, lentement, difficilement, mais ils guérissent. Quelques mois plus tard, une cérémonie est organisée à la caserne de pompiers. Une nouvelle plaque est inaugurée, mais cette fois le texte est différent. Adrien Lormeau, sergent pompier, assassiné dans l'exercice de ses fonctions le 14 novembre 2008. Héros, témoin, victime d'une injustice. Que sa mémoire nous rappelle l'importance de la vérité. Élise pose une main sur la plaque. Elle sourit. Pour la première fois depuis 15 ans, elle sourit vraiment. Son combat est terminé. Adrien n'est plus disparu. Il est reconnu, il est honoré, il est en paix. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car derrière chaque vérité révélée se cachent d'autres questions, d'autres secrets, d'autres victimes. Sylvie Marchand ne peut s'empêcher de penser à ce sous-traitant mystérieusement disparu en 2007. Celui dont un ancien employé de Bathyscope avait parlé. Celui qui avait voulu dénoncer des pratiques douteuses. Sylvie décide de rouvrir ce dossier. Elle cherche dans les archives. Elle trouve une déclaration de disparition. Un homme nommé Thomas Rivière, 42 ans à l'époque, marié, 2 enfants, travaillait pour Bathyscope comme électricien. Disparu sans laisser de traces en août 2007. La déclaration avait été déposée par sa femme, Nathalie Rivière. L'enquête de l'époque avait conclu à une fugue volontaire. Thomas avait des problèmes financiers, des dettes de jeu. Sa femme témoignait qu'il était dépressif, qu'il parlait de partir loin, de recommencer ailleurs. La police avait classé l'affaire. Aucune recherche approfondie, aucun suivi. Thomas était devenu un dossier parmi des milliers d'autres. Sylvie contacte Nathalie. Elle accepte de la rencontrer. Elle se retrouve dans un café. Nathalie a vieilli, mais son regard reste vif, déterminé. Nathalie explique que Thomas n'avait pas de dette de jeu. C'était un mensonge qu'elle avait été forcée de raconter. Des hommes étaient venus chez elle une semaine après la disparition de Thomas. Ils l'avaient menacée. Ils lui avaient dit de confirmer la version de la fugue. Sinon, ses enfants seraient en danger. Nathalie avait obéi, par peur, par instinct de protection. Elle avait menti à la police. Elle avait laissé l'affaire se refermer, mais elle n'avait jamais oublié. Elle savait que Thomas avait été tué. Elle le sentait, elle le savait. Sylvie lui demande si elle se souvient de quelque chose que Thomas aurait dit avant sa disparition. Nathalie réfléchit. Elle raconte que Thomas était nerveux dans les jours précédant sa disparition. Il parlait de malfaçons sur des chantiers, de matériaux défectueux utilisés dans des bâtiments publics, des écoles, des hôpitaux, des ponts. Il disait que c'était criminel, que des vies étaient en danger. Il avait pris des photos, des notes. Il voulait tout révéler, mais il avait peur. Il disait que les gens de Bathyscope ne plaisantèrent pas, qu'ils étaient capables de tout. Nathalie lui avait conseillé de laisser tomber, de penser à sa famille. Mais Thomas était obstiné. Il voulait faire ce qui était juste. Puis un soir, il est parti travailler. Et il n'est jamais revenu. Sylvie demande si Nathalie a conservé les documents de Thomas. Nathalie secoue la tête. Les hommes qui l'avaient menacé avaient fouillé la maison. Ils avaient tout pris. Photos, carnets, ordinateurs, téléphones. Tout ce qui aurait pu servir de preuve. Il ne restait rien. Sylvie sent la frustration monter. Encore une piste qui se termine dans le vide. Mais elle refuse d'abandonner. Elle demande à Nathalie si elle se souvient des noms des chantiers dont parlait Thomas. Nathalie hésite.
Elle dit qu'il mentionnait souvent un pont, le pont de la Vallée, construit en 2006, et une école, l'école primaire Jean Moulin, rénovée la même année. Sylvie retourne au commissariat. Elle lance une recherche sur ces deux constructions. Le pont de la Vallée, inauguré en grande pompe en septembre 2006, budget de 3 millions d'euros, financé par le conseil départemental, construit par Batiscope. Sylvie consulte les rapports techniques de l'époque. Tout semble en ordre. Contrôle effectué. Normes respectées. Aucun problème signalé. Mais Sylvie sait maintenant que ces rapports peuvent être falsifiés. Elle décide de faire inspecter le pont. Une équipe d'ingénieurs est mobilisée. Ils examinent la structure. Ils prélèvent des échantillons de béton. Ils analysent l'armature métallique. Les résultats tombent 2 semaines plus tard. Le béton utilisé n'est pas conforme aux normes. Sa résistance est inférieure de 30% aux spécifications. L'armature métallique présente des signes de corrosion avancée. Le pont est dans un état critique. Il pourrait s'effondrer à tout moment. Sylvie est horrifiée. Des milliers de voitures empruntent ce pont chaque jour. Des vies sont en danger. Elle alerte immédiatement les autorités. Le pont est fermé en urgence. Des travaux de consolidation sont lancés. Mais le scandale éclate. Les médias s'emparent de l'affaire. Batiscope avait construit un pont dangereux. Et Thomas Rivière avait essayé de le révéler. Et il était mort pour ça. Sylvie fait ensuite inspecter l'école primaire Jean Moulin. Là encore, les résultats sont alarmants. Les installations électriques sont défectueuses. Les câbles utilisés ne respectent pas les normes de sécurité. Risque d'incendie élevé. L'école est évacuée. Les parents sont sous le choc. Leurs enfants ont fréquenté cette école pendant des années sans savoir qu'ils étaient en danger. Des travaux de mise aux normes sont entrepris en urgence. Le coût se chiffre en millions. Mais le plus grave, c'est que tout cela aurait pu être évité. Si Thomas Rivière avait été écouté, si son alerte avait été prise au sérieux, si justice avait été faite dès 2007. Sylvie décide de rouvrir officiellement l'enquête sur la disparition de Thomas Rivière. Elle interroge à nouveau Éric Montalban. Éric confirme. Thomas avait découvert les fraudes. Il menaçait de tout révéler. Pierre Valentin avait ordonné son élimination. Damien Lachaud s'en était chargé. Thomas avait été enlevé, tué. Son corps avait été dissimulé dans les fondations d'un chantier en cours, un parking souterrain à Rouen, construit par Batiscope, terminé en 2008. Sylvie obtient un mandat. Le parking est fouillé. Après plusieurs jours de recherche, les restes de Thomas Rivière sont découverts, enfouis sous 2 mètres de béton. Identification confirmée par analyse ADN. Nathalie est prévenue. Elle s'effondre. Pendant 17 ans, elle a vécu dans l'incertitude. Maintenant, elle sait. Son mari est mort, assassiné. Mais au moins, elle peut lui offrir des funérailles. Elle peut faire son deuil. Sylvie assiste à l'enterrement. Une petite cérémonie, famille, amis proches. Sylvie dépose une gerbe. Elle présente ses condoléances à Nathalie. Nathalie la remercie. Elle dit que grâce à Sylvie, Thomas peut enfin reposer en paix. Sylvie hoche la tête, mais elle sait que son travail n'est pas terminé. Il reste d'autres victimes, d'autres secrets à révéler, d'autres coupables à traduire en justice, car l'enquête a révélé une vérité dérangeante. Batiscope n'était pas une simple entreprise corrompue, c'était une organisation criminelle. Des dizaines de chantiers ont été construits avec des matériaux défectueux. Des centaines de bâtiments sont potentiellement dangereux. Écoles, hôpitaux, ponts, tunnels. Une commission d'enquête parlementaire est créée. Les inspections sont lancées partout en France. Certains bâtiments doivent être évacués, d'autres démolis. Le coût pour les finances publiques se chiffre en centaines de millions. Mais le coût humain est incalculable. Combien de vies auraient pu être perdues? Combien de catastrophes évitées de justesse? Pierre Valentin, depuis sa cellule, refuse toujours de parler. Il nie toute implication dans les meurtres. Il prétend avoir été manipulé par ses subordonnés. Ses avocats plaident l'incompétence, pas la malveillance. Mais personne ne les croit. Les preuves sont trop nombreuses. Les témoignages trop concordants. Pierre Valentin était le cerveau, l'architecte du système, celui qui donnait les ordres, celui qui empochait les profits et celui qui éliminait les témoins gênants. Son procès pour le meurtre de Thomas Rivière débute 6 mois après celui d'Adrien Lormeau. Verdict, coupable. Peine additionnelle, 30 ans de réclusion criminelle.
Sylvie reçoit une distinction pour son travail. Médaille de la police nationale, cérémonie officielle, discours du ministre de l'Intérieur. Mais Sylvie n'est pas à l'aise avec les honneurs. Elle préférerait que ces crimes n'aient jamais eu lieu, que ces hommes soient encore vivants, que ces familles n'aient pas souffert. Elle accepte la médaille, mais elle la range dans un tiroir. Elle ne la portera jamais. Pour elle, ce n'est pas une victoire. C'est simplement justice, tardive, douloureuse, mais justice quand même. Les mois passent. D'autres affaires liées à Bathyscope émergent. D'autres victimes potentielles sont identifiées. Un sous-traitant décédé dans un accident du travail suspect. Un comptable mort d'une crise cardiaque à 40 ans. Un journaliste disparu après avoir enquêté sur l'entreprise. Toutes ces morts étaient passées inaperçues, classées comme accidents ou causes naturelles. Mais maintenant, avec le recul, elles prennent un tout autre sens. Sylvie rouvre ses dossiers un par un. Certains aboutissent, d'autres non. Mais chaque vérité révélée est une petite victoire. Chaque famille qui obtient des réponses est un pas vers la justice. Éric Montalban purge sa peine. Il a accepté de coopérer pleinement avec la justice. Il témoigne dans chaque nouveau procès. Il raconte tout ce qu'il sait. Il nomme des noms. Il donne des dates. Il détaille les mécanismes de corruption. Grâce à lui, plusieurs autres personnes sont arrêtées. Des fonctionnaires corrompus, des inspecteurs complices, des élus locaux qui fermaient les yeux contre des pots de vin. Le scandale Bathyscope devient l'un des plus grands de la décennie. Il révèle l'ampleur de la corruption dans le secteur du bâtiment et il provoque une réforme profonde des contrôles de qualité sur les chantiers publics. Sylvie continue son travail. D'autres affaires, d'autres enquêtes, d'autres vérités à découvrir. Mais elle n'oubliera jamais Adrien Lormeau, l'homme qui est entré dans un entrepôt une nuit de novembre, l'homme qui a été piégé, l'homme qui a attendu la mort en sachant qu'il avait été trahi. Sylvie garde sa photo sur son bureau, à côté celle de Thomas Rivière et celle de Julien Varane. 3 hommes qui ont voulu faire ce qui était juste et qui ont payé le prix ultime. Leur mémoire guide son travail, leur courage l'inspire, leur sacrifice ne sera jamais oublié. 2 ans après le procès de Pierre Valentin, Élise Lormeau publie un livre, 15 ans d'attente, le combat d'une veuve pour la vérité. Elle y raconte son histoire, ses doutes, ses peurs, sa détermination, son refus d'abandonner. Le livre devient un best-seller. Des milliers de personnes se reconnaissent dans son combat. D'autres familles de victimes la contactent. Des gens qui cherchent des réponses. Des gens qui refusent les versions officielles. Élise crée une association, Justice et Vérité. Son objectif, aider les familles de victimes à obtenir justice, à rouvrir des enquêtes bâclées, à faire la lumière sur des morts suspectes. L'association reçoit rapidement des centaines de demandes, des cas de disparition inexpliqués, des accidents du travail douteux, des suicides qui n'en sont peut-être pas. Élise ne peut pas tous les traiter, mais elle fait de son mieux. Elle met en relation les familles avec des avocats, elle leur donne des conseils, elle partage son expérience, elle leur dit de ne jamais abandonner, que la vérité finit toujours par éclater. Même si ça prend 15 ans, même si ça semble impossible, la persévérance paie, toujours. Sylvie Marchand devient conseillère bénévole pour l'association. Elle aide à analyser les dossiers. Elle identifie les pistes prometteuses. Elle guide les familles dans leur démarche. Elle utilise son réseau dans la police pour relancer des enquêtes. Grâce à son aide, plusieurs affaires sont rouvertes. Certaines aboutissent à des arrestations. D'autres restent non résolues. Mais chaque tentative compte. Chaque question posée fait avancer la cause. Petit à petit, l'association gagne en notoriété. Elle devient une référence en matière de cold case. Les médias la consultent, les politiques l'écoutent, elle fait bouger les choses. Camille et Lucas, les enfants d'Adrien, sont maintenant adultes. Camille est devenue avocate spécialisée en droit des victimes. Elle travaille bénévolement pour l'association de sa mère. Elle défend des familles en quête de justice. Elle plaide avec passion, avec conviction. Elle porte en elle la mémoire de son père. Elle sait ce que c'est de grandir sans réponse. Elle ne veut pas que d'autres enfants vivent ça. Lucas, lui, est devenu pompier, comme son père. Il a rejoint la même caserne. Il porte le même uniforme. Il sauve des vies, comme son père le faisait. C'est sa façon de l'honorer, de perpétuer son héritage.
Un jour, Lucas répond à un appel d'urgence. Un incendie dans un entrepôt désaffecté. En arrivant sur place, il sent un frisson le parcourir. L'endroit ressemble étrangement à celui où son père est mort. Même type de bâtiment, même atmosphère. Lucas hésite. Ses collègues lui demandent s'il va bien. Il hoche la tête. Il enfile son casque. Il entre dans le bâtiment. Les flammes rugissent. La fumée est dense. Lucas avance prudemment. Il cherche d'éventuelles victimes. Il fouille chaque recoin. Il ne trouve personne. Il ressort. L'incendie est maîtrisé. Aucune victime. Mission accomplie. Plus tard, en rentrant chez lui, Lucas repense à son père, à ce qu'il a dû ressentir cette nuit-là, à la peur, à l'impuissance, à la solitude. Lucas se dit qu'il a eu de la chance, que lui, il est ressorti, que lui, il a survécu. Mais son père n'a pas eu cette chance. Lucas serre les poings, il pleure. Pour la première fois depuis des années, il laisse sortir sa douleur. Puis il se ressaisit. Il sait que son père serait fier de lui, fier qu'il ait suivi ses traces, fier qu'il sauve des vies. Lucas se promet de continuer, de ne jamais baisser les bras, de faire honneur à la mémoire de son père. De son côté, Nathalie Rivière a également trouvé un sens à son combat. Elle travaille avec l'association d'Élise. Elle témoigne dans des écoles, dans des entreprises. Elle raconte l'histoire de son mari. Elle explique l'importance de dénoncer les pratiques illégales. Elle dit qu'il ne faut jamais avoir peur de dire la vérité, même si c'est dangereux, même si ça coûte cher, parce que le silence tue, parce que la complicité tue, parce que l'indifférence tue. Thomas est mort pour avoir voulu parler, mais grâce à lui, des vies ont été sauvées, des bâtiments dangereux ont été réparés, des lois ont été changées. Son sacrifice n'a pas été vain. Les années passent. Pierre Valentin vieillit en prison. Il refuse toujours de montrer le moindre remords. Il maintient qu'il est innocent, que tout est un complot. Personne ne l'écoute plus. Il est devenu un homme brisé, seul, abandonné même par ses avocats. Ses anciens alliés l'ont trahi, ses amis l'ont oublié, sa famille l'a renié. Il passera le reste de sa vie derrière les barreaux, sans espoir de libération, sans espoir de rédemption. C'est sa punition, éternelle, méritée. Éric Montalban, lui, obtient une réduction de peine pour sa coopération. Il sort de prison après 12 ans. Il tente de se réinsérer, mais c'est difficile. Personne ne veut l'employer. Personne ne veut lui faire confiance. Il vit modestement, seul, hanté par ses crimes. Il contacte Élise. Il demande à la rencontrer. Il veut s'excuser. Élise hésite, puis elle accepte. Ils se rencontrent dans un café. Éric pleure. Il dit qu'il regrette, que chaque jour, il pense aux victimes. Que si c'était à refaire, il agirait différemment. Élise l'écoute, puis elle dit simplement « Mes regrets ne ramèneront pas mon mari, mais j'accepte vos excuses. Vivez avec votre conscience. C'est votre châtiment. » Éric quitte le café. Il marche dans les rues. Il pense à sa vie, aux choix qu'il a faits, aux erreurs qu'il a commises. Il se demande comment il en est arrivé là. Comment il a pu devenir complice de meurtre? Comment il a pu sacrifier des vies innocentes pour de l'argent? Il n'a pas de réponse. Juste une profonde honte. Il décide de consacrer le reste de sa vie à aider l'association d'Élise, à témoigner, à sensibiliser, à empêcher que d'autres tombent dans le même piège que lui. C'est tout ce qu'il peut faire. C'est sa façon de se racheter, même s'il sait que ça ne suffira jamais. Un documentaire est réalisé sur l'affaire Adrien Lormeau. Il retrace toute l'histoire, de la disparition à la condamnation. Il donne la parole aux familles, à Sylvie Marchand, aux enquêteurs. Le documentaire est diffusé en prime time sur une grande chaîne nationale. Des millions de personnes le regardent. L'affaire devient emblématique. Elle symbolise le combat pour la vérité, le refus de l'impunité, la persévérance face à l'injustice. Des écoles l'étudient en cours, des universités en font des cas d'études. L'histoire d'Adrien devient une leçon, une inspiration, un rappel que la justice, même tardive, finit toujours par triompher. Élise est invitée à des conférences partout en France. Elle partage son expérience. Elle encourage les victimes à ne jamais abandonner. Elle dit que chaque voix compte, que chaque témoignage est important. Elle devient une figure respectée, admirée. Certains la comparent à d'autres grandes militantes. Elle refuse ces comparaisons.
Elle dit qu'elle n'est qu'une femme ordinaire qui a refusé d'accepter l'inacceptable, qui a refusé de se taire, qui a refusé d'oublier. Et c'est précisément ça qui fait d'elle quelqu'un d'extraordinaire. Sylvie Marchand prend sa retraite après 35 ans de carrière. Elle a résolu des dizaines d'affaires. Mais celle d'Adrien Lormeau restera toujours sa plus importante. Celle dont elle est le plus fière. Celle qui prouve que le temps n'efface pas la vérité. Qu'une enquête n'est jamais vraiment close tant que des questions restent sans réponse. Lors de son pot de départ, ses collègues lui offrent une plaque gravée. « À Sylvie, qui n'a jamais abandonné, qui a rendu justice aux oubliés. » Sylvie la pose sur sa cheminée, à côté des photos d'Adrien, Thomas et Julien, ces 3 fantômes, ces 3 victoires. Des années plus tard, une nouvelle génération d'enquêteurs reprend le flambeau, formée par Sylvie, inspirée par son travail. Ils rouvrent d'anciennes affaires, ils utilisent de nouvelles technologies, ils suivent de nouvelles pistes, et petit à petit, d'autres vérités émergent. D'autres victimes sont identifiées, d'autres coupables sont arrêtés. Le combat continue, il ne s'arrêtera jamais. Tant qu'il y aura des injustices, il y aura des gens pour les combattre. Tant qu'il y aura des victimes, il y aura des gens pour leur rendre justice. C'est ça l'héritage d'Adrien Lormeau. C'est ça sa vraie victoire. Un soir d'automne, Élise retourne sur le parking qui a remplacé l'entrepôt. Elle n'est pas venue ici depuis des années. Elle regarde autour d'elle. Des voitures garées, des gens qui passent, la vie qui continue, comme si rien ne s'était passé ici. Mais Élise sait, elle sait que sous ce bitume, il y a une histoire, une tragédie, un combat. Elle ferme les yeux, elle pense à Adrien, elle lui parle mentalement. Elle lui dit qu'elle l'aime toujours, qu'elle ne l'a jamais oublié, qu'elle ne l'oubliera jamais. Puis elle rouvre les yeux, elle sourit, et elle repart. L'affaire Adrien Lormeau nous rappelle une vérité fondamentale. La justice peut être lente, elle peut sembler impossible, mais elle n'est jamais hors de portée. 15 ans ont été nécessaires pour découvrir la vérité. 15 ans de souffrance, d'incertitude, de questions sans réponse. Mais au final, la vérité a éclaté. Les coupables ont été punis. Les victimes ont été honorées. Et des familles ont pu enfin faire leur deuil. C'est ça, la puissance de la persévérance. C'est ça, la force de ceux qui refusent de se taire. Cette histoire nous enseigne également que derrière chaque disparition, il y a une famille qui attend. Des enfants qui grandissent sans leurs parents. Des conjoints qui vivent dans les limbes. Des proches qui se posent 1000 questions. Et tant que ces questions restent sans réponse, la douleur persiste. C'est pourquoi il est essentiel de ne jamais classer une affaire trop rapidement. De toujours chercher la vérité, même quand elle semble enfouie, même quand elle semble inaccessible, parce qu'elle finit toujours par remonter à la surface, tôt ou tard. Aujourd'hui, le nom d'Adrien Lormeau est gravé dans la mémoire collective. Il n'est plus seulement un pompier disparu. Il est devenu un symbole. Le symbole du combat contre l'impunité, le symbole de la quête de vérité. Son histoire a inspiré des lois, des réformes, des changements profonds dans la façon dont les enquêtes sont menées. Son sacrifice n'a pas été vain. Grâce à lui, d'autres vies ont été sauvées. D'autres familles ont obtenu justice. D'autres vérités ont pu éclater. C'est son véritable héritage.